Bonjour, vous êtes bien sur Musique Pleine Vitalité. Alors, je voulais faire une vidéo parce que maintenant on est vraiment habitué avec cette histoire de masque et je voulais essayer d'apporter un autre point de vue sur le masque, du point de vue de la voix. Est-ce que j'étais dans mon groupe de chant hier soir et on a un événement à couvrir avec des chansons féministes et on s'est posé la question si on allait chanter avec le masque ou sans. Et du coup ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit comment... Bon, si on doit chanter avec le masque, c'est ce qu'on fera, ok. L'essentiel c'est que le message passe. Et le message c'est lutter contre les violences qui sont faites aux femmes. Mais l'objet de la vidéo c'est plus pour vous parler de la façon dont on peut vivre avec le masque et dont on peut aussi se transformer avec ce masque, ce port du masque obligatoire qui nous couvre le visage. Alors, si on posait la question à Jacques Bonhomme, qui est un spécialiste de la voix, il dirait de toute façon, le masque, c'est ce qui permet de chanter. Parce que le masque, c'est le nom que les profs de chant utilisent pour désigner cette partie du visage qui est devant, qui est à l'avant. Parce que la voix, en fait, sort à travers des espaces de résonance. Et à l'intérieur du crâne, donc du crâne de la tête, on a tout un tas d'espaces de résonance. Et donc le masque, ça fait partie un de ces espaces de résonance qui est composé donc des sinus qui sont là, et puis des espaces derrière le nez, et puis aussi derrière le front, derrière les yeux. Mais aussi, donc ce spécialiste de la voix dirait peut-être qu'il y a aussi tout le corps. La voix résonne aussi à travers toute la poitrine, à travers la colonne vertébrale, parce que la voix résonne aussi dans les os, et la voix résonne aussi dans tous les os de notre squelette. Elle résonne aussi à l'arrière, dans le dos, aussi bien qu'à l'avant, et donc c'est à nous d'essayer de sentir de nouveaux espaces. Peut-être que le port du masque peut nous aider, en tout cas pour ceux qui ont envie d'essayer, de sentir justement de nouveaux espaces de résonance. Et je peux même essayer de chanter sans projeter quelque chose à l'extérieur, si je fais une vibration sur un par exemple. Ça, c'était une première chose. Une deuxième chose, c'est que par rapport aux autres, on subit une énorme contrainte de notre vie quotidienne, puisqu'on a l'habitude dans la société d'être en rapport avec des gens qu'on croise dans la rue, ou qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et la société actuelle fait qu'on s'attache beaucoup au regard du visage, notamment surtout pour les femmes qui donc font très attention à la forme de leurs sourcils, aux rides qui apparaissent, à la couleur d'un rouge à lèvres pour la sortir, enfin bref. Donc on est presque méticuleusement attaché à ce visage. Et peut-être que, en fait, suite à toute cette période, quand on enlèvera tous nos masques, eh bien on pourra se dire que c'était pas si important que ça. Et en quoi on peut s'entraîner justement à voir les gens, à entrer en contact avec les gens, même en étant privé de ce rapport à cet espace, qui est un espace de communication évidemment, puisque c'est l'espace de la bouche, c'est l'espace du sourire, des expressions des yeux. Voilà. Donc on est un peu coupé de tout ça, et moi je me suis dit, ça m'a rappelé... En fait, je vais encore parler de mon expérience où j'étais passée à l'hôpital suite à des crises d'épilepsie, et je me suis retrouvée, alors, en sortant, face à des gens qui n'avaient plus... Enfin, j'étais plus dans la norme des corps, puisque j'avais un corps plus faible, plus lent,
Et en gros, si je m'étais comparée aux autres, je me serais dit, bon, bah, je ressemble plus à une vieille dame qu'à une jeune femme. Ou à une personne qui est dans la vie active. Et donc cette expérience d'avoir changé de corps m'a permis de voir les corps des autres différemment. Donc bien sûr, j'ai vu... j'ai observé, moi qui étais à une vitesse, je marchais très très lentement, je voyais la vitesse des gens et j'étais très impressionnée de la vitesse à laquelle les gens marchaient, tous ensemble. C'était ça qui était incroyable. Ce qui était plus incroyable, c'était pas la vitesse, la rapidité des gens, c'était qu'ils étaient tous à la même rapidité. Et qu'il y avait des moments dans la journée où c'était très très flagrant. Les moments, les heures de pointe, quoi. Donc cette observation des corps, je l'avais aussi travaillée avant puisque j'ai fait du théâtre. Et que, bien sûr, j'étais très attentive déjà à... j'ai fait du théâtre et de la marionnette et donc on nous a rendus attentifs à la façon dont les gens marchent. Et ça peut être une façon aussi pour tout le monde maintenant de découvrir aussi les gens autrement. Parce que quand on regarde les gens, pas seulement par leur visage, quand on regarde plus leur visage, mais quand on regarde leur démarche, faites l'exercice, on voit tout un tas de choses qu'on voit pas d'habitude. On voit en fait toutes les failles des personnes, on voit les caractères suivants, qu'ils appuient plus, qui sont plus en avant sur le pied, plus en arrière, plus sur le côté. On voit des gens qui ont des pieds presque tordus et qui marchent très vite, comme des petites gazelles. On voit des gens qui marchent très lentement, avec des pieds lourds. On voit des gens qui marchent presque sur les pieds, pas sur les pointes des pieds. Et on voit toutes sortes de choses. Et parce que quand on regarde cette démarche, on voit à quel point les gens sont différents. On voit plus des gens tous sur le même moule, on voit vraiment l'histoire de chaque personne qui est ancrée dans le corps et qui se manifeste surtout dans la façon dont ils vont poser le pied au sol. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer. C'est pas quelque chose qui va nous définir. On peut pas s'identifier à la façon, à notre démarche. Mais pourtant, observer ça chez les autres, ça permet aussi de l'observer chez soi. Et ça permet aussi peut-être de corriger ou de sentir des déséquilibres dans le corps, voilà, des choses comme ça. Mais ça, c'est tout un travail d'ancrage au sol et d'acceptation déjà de ce qui se passe et ce que traduit le pied. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu deux déformations des deux gros orteils, donc c'est ce qu'on appelle l'hallux valgus, c'est un nom barbare. Et ça fait très 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 mal et c'est lié à une mauvaise assise du pied dans la chaussure et donc à une mauvaise position. Donc ça c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Je suis allée voir plusieurs podologues. Il y en a un qui était un éminent spécialiste qui m'a dit il faut opérer. Et j'étais pas ok pour opérer. Je suis allée voir un autre podologue, une femme, qui m'a dit le mieux c'est de ne rien faire. Et qui m'a donné quelques conseils pour sentir mieux le pied au sol et pour juste... en fait, il fallait que je change toute ma posture et toute ma façon de marcher. Et donc que je change un peu l'organisation de mon squelette. Et c'était quelque chose qui pouvait pas, qu'une opération n'allait pas résoudre. Parce que je me serais fait opérer, le problème serait revenu. Donc, je reviens au masque. Le fait qu'on porte des masques aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'extraordinairement gênant par rapport à la sensation et la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. On peut toujours observer les gens
se mettre en contact, se synchroniser ou pas avec les gens en fonction de leur posture. Et on peut toujours comprendre et connaître les gens et avoir de l'empathie pour eux ou pas. Ou plutôt un mouvement de recul selon leur façon d'être. Ce qu'on observe aussi depuis qu'on met le masque, c'est que les gens, on se regarde plus dans les yeux parce qu'il y a quelque chose comme la première sensation qu'on a, c'est une sorte de... En fait, c'est ça, c'est qu'on se sent un peu avec comme une sorte de voile sur la bouche. Ça dépend des histoires de chacun, mais ça peut être très violent. On peut sentir comme quelqu'un qui nous empêche de parler, comme une muselière. Il y a des gens qui ont parlé du masque comme une muselière. Tout dépend de l'histoire en fait de chacun, mais on peut aussi transformer cette sensation. Pour moi, j'ai vraiment la sensation de quand je mets le masque, c'est très très désagréable parce que alors, si j'avais seulement à le mettre sur la bouche, ça passerait, ça serait déjà très désagréable, mais je dois aussi le mettre sur le nez, et là c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de tout ce en quoi je me suis battue. C'est pourquoi je me suis battue pour ma survie. J'ai été asthmatique, j'ai fait des crises d'asthme qui n'ont pas pu être soignées pendant des heures, et j'ai aussi eu des bronchites, voilà. Et la respiration, à un moment donné, a été un combat. Donc j'ai cette histoire de combat par rapport à la respiration. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je voulais vraiment faire cette vidéo. Parce que c'est vrai que quand on met un masque sur la bouche, on peut encore respirer avec le nez. Et on peut encore puiser l'énergie dans l'espace qui est à l'extérieur. Mais quand on met le masque sur le nez, on est en quelque sorte enfermé dans un petit espace qui est notre cocon, voilà, et qui ne peut pas vraiment se renouveler. Et toute notre petite peau de médicaments, de microbes, et voilà. Et donc là, à ce moment-là, il faut vraiment travailler sur, à mon avis, pour supporter ça, sur l'idée de se dire qu'on est assez fort et assez immunisé pour résister à ces petits microbes qui ne font que pulluler plus on respire dedans, quoi. Donc le plus possible aussi laver les masques et les changer plus que les jeter d'ailleurs. Ça c'était par rapport à la respiration. Donc c'est vraiment, on peut sentir le masque comme une contrainte liée à la respiration, ça c'est sûr. Si on pense par contre que notre vie, on a un masque, on n'a pas choisi notre forme du visage, on n'a pas choisi notre forme du nez, on n'a pas choisi ça. Et donc on a dû accepter ce masque et on a dû travailler avec pour faire sortir notre voix le mieux possible. Et en fait, pour illustrer encore ce que je dis sur le fait que le masque, ça nous contraint et ça peut aussi nous rendre libres si on travaille avec d'un autre point de vue. Il faut à ce moment-là penser à le travail que au théâtre on fait pour grandir en tant que comédien. Là je vais prendre une petite... Dans ma formation de théâtre, j'ai travaillé avec le masque neutre. Qu'est-ce que c'est le masque neutre ? C'est un masque qui est en bois ou en cuir et qui vient de l'Italie et de la tradition de la commedia et qui permet aux acteurs justement de ne plus jouer dans la communication seulement avec ce petit espace-là, mais aussi de prendre en compte dans la transmission d'un message, prendre en compte toute la dimension corporelle et toute l'attitude des gestes. C'est-à-dire que ne plus voir le centre de la communication dans la bouche, mais le voir vraiment au niveau de un peu le centre énergétique qui est un petit peu en dessous du nombril et que les Japonais appellent le hara. Donc
si on pense que les acteurs de théâtre, pour avoir plus de puissance de jeu, pour transmettre plus loin leur message, ils travaillent avec ça. Ils se mettent un masque qui couvre en fait tout le visage et même les yeux. Donc c'est-à-dire qu'il y a juste une petite fente pour les yeux, tout le nez et la bouche aussi, et qui va jusque là. Donc qui va de là en fait, qui vraiment couvre l'entièreté. C'est-à-dire qu'on n'a plus de sensation de la peau du visage libre. Toute la peau du visage est couverte. Qu'est-ce que ça fait travailler ? Indirectement, du coup, le corps va ouvrir aux sensations tout le reste de son corps. Il sent que là, il est contraint, il n'y a plus rien, il n'y a plus de possibilité de communication. Et donc, il va ouvrir tout le reste de son corps. À travers une respiration aussi qui va être complètement ouverte. Et il va respirer à travers toutes les cellules de sa peau. Il va essayer d'ouvrir vraiment toutes les cellules à l'intérieur. Parce que c'est à travers le mouvement et à travers le geste qu'il va pouvoir communiquer. Quand on travaille le masque neutre, ça ne veut pas dire qu'on devient complètement fou dans ses mouvements. Au contraire, il y a en plus de cette couverture du visage une régulation très 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 stricte de chacun des mouvements. Ce qui fait que c'est un peu ce qu'on vit maintenant en fait. On est en cercle, on est sur un cercle et on doit avancer un pas après l'autre ou reculer seulement d'un pas. C'est comme sur un jeu d'échecs. Donc cette somme de contraintes, elle est tellement forte que ça crée comme ça une sorte d'ouverture par où c'est possible en fait. Et ce qui fait que l'acteur apprend à respirer avec son dos, avec ses flancs, avec ses jambes, avec ses pieds. Il apprend à respirer partout. Il apprend et toute la sensation aussi est complètement décuplée. Donc c'est peut-être ça qu'on peut faire maintenant qu'on est contraint dans nos mouvements, qu'on est contraint dans les échanges qu'on peut avoir dans la rue. On peut essayer de développer cette conscience de l'entièreté du corps dont on est composé, sans oublier que quand on enlève, quand on couvre cette partie-là, on peut quand même communiquer avec tout le corps, et quand on l'enlève, c'est comme une cerise sur le gâteau. Mais c'est pas le principal. Pour terminer cette vidéo, je vais encore ajouter une petite anecdote. Quand on est épileptique, quand on souffre d'épilepsie, au bout d'un moment, au bout de quelques crises, on finit par s'habituer en fait à l'épilepsie, ça peut être des mouvements, en fait, ça peut se manifester de plein de sortes, de façons. Et la plus spectaculaire pour les gens, c'est que le corps se met à faire des mouvements saccadés, un peu incontrôlés, et on voit bien que la personne ne contrôle pas ses mouvements, parce qu'elle n'arrive pas à les arrêter. Et ça peut durer un certain nombre de minutes, et ça peut s'amplifier, ou bien se calmer assez rapidement. Et ça peut être tout petit ou très grand. Et donc c'est des mouvements qui sont incontrôlés. C'est comme si le corps se mettait à bouger. Donc dans mon cas, c'était vraiment de plein de façons différentes. Et puis après, ça s'est centré autour du visage. Je faisais des grimaces incontrôlables. Et donc, les mouvements du corps, en fait, qui sont très spectaculaires, c'est paniquant. Finalement, pour moi, c'était pas très paniquant parce que à ce moment-là, c'est une expérience assez en fait enrichissante parce qu'on voit bien qu'on n'est pas notre corps, puisque le corps bouge, mais nous, à l'intérieur, moi je pouvais pas parler, mais j'étais complètement calme. C'était les autres autour qui trouvaient ça
très angoissant. La première fois, oui, c'est angoissant, mais au bout de quelques fois, voilà, on sait que ça passe. Donc on s'allonge, si on peut, et puis on attend que ça passe. Mais en fait, les mouvements qu'on fait peuvent être des mouvements très saccadés, très... comment dire extrêmes. Ce sont des mouvements qui peuvent être comme des gestes d'hystérie ou d'appel à l'aide ou de panique. Mais pourtant, à l'intérieur, la personne qui est épileptique, elle est absolument... mais vraiment calme, en fait. On peut avoir conscience, donc on peut avoir conscience de faire des choses totalement folles avec le corps et être totalement sage et tranquille à l'intérieur. Et c'est ça qui est vraiment très... assez rigolo, en fait. Ouais. Donc en fait, c'est pour dire que notre on peut vraiment dissocier le corps et la pensée. Et à travers la méditation, après, ce qu'on peut faire, c'est travailler à amplifier et à ouvrir ce calme qui est présent dans le corps. Peu importe qui y arrive, en fait. Donc, c'était une vidéo pour vous encourager à observer différemment les gens, travailler sur la posture, la vôtre, votre ancrage, la façon dont vous posez les pieds au sol. Travailler sur aussi essayer d'ouvrir des espaces de résonance à l'intérieur pour que la voix elle sorte de façon plus belle. Et ne pas oublier que nos visages eux-mêmes sont des masques. On les a pas choisis. Et qu'est-ce qu'on fait avec un visage qui est un masque? Qu'est-ce qu'on fait quand on se maquille? On met un masque. Et ce masque, ça peut être une protection. Donc c'est un peu l'argument qui est utilisé, que notre masque, on le met parce que c'est une protection. Et si c'est une protection, c'est bien. Mais si ça devient une prison, essayons de trouver des moyens de se libérer par ailleurs. Et donc là, j'ai donné tout un tas de moyens. Travailler sur la sensation du corps, tout le corps en dehors du visage. On va travailler sur la respiration. Travailler sur la sensation que toutes les cellules à l'intérieur de vous peuvent s'ouvrir. Et travailler sur le calme intérieur. Et ce calme intérieur, si on arrive à le travailler, à le faire grandir, à le reconnaître un peu chaque jour, on peut le retrouver dans n'importe quelle situation de panique ou voilà. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous tiendrai au courant sur notre prestation de chant qui va avoir lieu ce dimanche, pour vous raconter comment ça s'est passé. On va avoir des danseuses qui vont aussi danser à côté de nous. Il va y avoir 2 chorales. On va voir comment ça va se passer. Et en tout cas, l'intention est, voilà, peu importe ce qui va se passer, l'intention c'est vraiment de s'unir et de partager une sorte de fraternité, de sororité pour protéger les femmes qui subissent des violences et pour les aider et pour lutter contre ça. À bientôt!